J'ai stoppé, en fait, de travailler sur des longs métrages, ça m'a quand même pas mal fait arrêter de faire de la pub, etc. Je, le- et en même temps, je faisais ça parce que, voilà, pour gagner ma vie, ça m'intéressait et ça m'a permis aussi de développer justement mon style. Je faisais des choses à la télévision, ce genre de choses, depuis même que j'étais étudiant pour gagner ma vie. Et finalement, c'est comme ça que j'ai développé mon style. J'avais un petit peu cette liberté-là. Et après, on m'appelait pour mon style. Et, euh, ensuite, j'avais ce manque, en fait. J'avais ce manque de raconter des histoires qui avaient plus de sens. Et j'écrivais, etc. Et puis, je suis un jour tombé sur ce recueil de nouvelles de Alexandre Najar, qui n'est pas de ma famille. Et forcément, ces nouvelles, pour te dire vraiment, genre, je lis ce recueil qui se passait pendant la guerre civile libanaise, et ça me touche, deux nouvelles me touchent particulièrement. Et un de mes cousins, Ara, qui est lui-même artiste d'ailleurs, Ara Azad, il vient à Paris, quelques jours après. Donc, je lui raconte le truc, et en effet, moi, j'avais ce truc d'avoir stoppé mes projets personnels quelque part. Et donc, je lui raconte, je lui dis, ouais, je pourrais adapter ces nouvelles, etc. Et c'est bon, c'est quelqu'un un peu cérémonial, hein. Donc il dit rien. Et je me dis bon, il fouille dans des trucs et tout. Et il appelle quelqu'un et un quart d'heure plus tard, on est assis à une terrasse avec un des protagonistes de ces deux nouvelles. Donc il y a eu des trucs comme ça, voilà. Et ça a commencé comme ça et moi j'ai fait ça extrêmement modestement. Et ça, en finissant le film, tout d'un coup je rencontre Sepideh Farsi, qui veut, à l'époque, elle aussi, du coup, témoigner d'une époque, de quelque chose qu'elle a vécu, etc. Et donc moi, je me dis, bon, bah, ok, je pars là-dedans, parce que pour moi, forcément, ça résonne profondément. Et alors qu'on commence La Sirène, je rencontre le producteur du film, Sébastien Onumo. Et Sébastien, lui aussi, il a des récits à transmettre et qui vont mener à des témoignages, puisque lui, pour lui, adapter ce chef-d'œuvre de Amadou Kourouma, c'est fondateur, parce que je pense que ça fait partie des choses qui font qu'il a fait du cinéma. Et donc, pareil, je sais, voilà, on commence comme ça. Tout passe comme ça. Après, ce que je trouve intéressant dans Un obus partout, c'est de mélanger, on verra avec Sandra par rapport à la petite histoire, entre guillemets, par rapport aux grandes histoires qui sont autour de nous. C'est ces deux personnages, enfin, notamment l'un qui veut absolument voir sa copine et qui vont traverser un Liban en guerre au moment de Coupe du Monde de foot. Et je me dis, t'es fan de foot, non? Ouais, je suis très fan de, c'est ça, donc mélanger très fan de foot, ouais. Non, mais il y a mélanger ça, c'est-à-dire mélanger des choses qui sont personnelles, on va dire, à un niveau intime. Et des Mais en fait, ça vient de Khachik, mon cousin Khachik, le frère de Ara. Il est vraiment comme ça, quoi. Il me racontait des histoires de la guerre et c'est vraiment des histoires qui sont similaires, en fait, qui sont proches, en fait. C'est des choses Lui, il raconte comme des blagues, mais tout d'un coup, c'est très, très signifiant. Et donc, ça faisait pas forcément à chaque fois des films pour autant, mais moi, c'était resté en moi, je m'en étais même pas vraiment rendu compte. Mais quand j'ai lu les nouvelles, je me suis dit, oh, et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Il y a la volonté aussi de montrer un pays, moi j'avoue je ne connais pas les blancs, je me permettrai pas, mais en tout cas on le sait par rapport à ce qu'on entend, qui est compliqué, qui est complexe, je sais pas, pardon, mais qui est complexe. Et notamment, on a l'impression, enfin, dans ces villes, qu'on a l'impression, dans cette ville notamment, qui est détruite régulièrement, en tout cas qui est en construction, et on a ça dans Un obus partout aussi. C'était important pour toi de montrer ça Après, j'ai cherché comme toujours, en fait, c'était un peu le début d'un truc aussi, parce que moi, je fais toujours beaucoup de recherches, où que ce soit, quoi que ce soit, si je fais quelque chose que je vais parfaitement bien connaître, je vais quand même l'aborder en refaisant le max de recherche malgré tout, en interrogeant le maximum de personnes, etc. Donc c'est ça que j'avais fait déjà à l'époque dans Un obus partout, et en essayant de retrouver à l'époque comment c'était, etc. par notamment mes cousins et tout un tas d'archives, etc. quoi. Donc c'est comme ça que j'avais procédé déjà à l'époque. Est-ce que c'est important de montrer aussi que t'es pas le seul, il y a une autre Chloé Maslow qui travaille sur les bancs, de montrer qu'en effet ça peut être un pays en guerre, mais qu'il y a une vie évidemment, et un quotidien, même si compliqué peut-être à vivre, mais un quotidien qui est là? Franchement, ouais, c'est même un truc, enfin, je pense que moi j'essayais de le raconter du coup par le biais de la relation que j'avais avec ma famille, et malheureusement en ce moment on le vit. Quand moi je présentais Alain n'est pas obligé pendant le film parfois, enfin ça s'est trouvé pendant le film, hein, c'est pas, j'ai appelé justement mes cousins pour voir comment ils allaient, et au bout d'un moment tu sais même pas
sais même pas vraiment quoi dire en fait. C'est juste des sortes de silence parce que c'est juste bon bah je touche du bois, ils allaient bien et voilà c'est tout quoi. Mais c'est donc quelque part ouais ça s'est fait comme ça et donc c'est toujours des choses intimes quoi, des choses du quotidien. Sandra, toi, le côté intime, notamment comme un fleuve, il y a des dates qui sont historiquement importantes, en tout cas, voilà. Comment, toi, c'est plutôt l'inverse, plutôt tu pars de l'intime et la grande histoire est à côté, mais c'est pas quelque chose de primordial, cette grande histoire. Alors moi, ça se voit pas, mais je suis d'origine vietnamienne. Ma mère est vietnamienne et mon père est français. Et donc c'est une histoire qui se base au Vietnam. Donc ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont séparées après la guerre du Vietnam. Et mes parents se sont rencontrés au Vietnam dans les années 70. Et donc j'ai voulu ancrer cette histoire à cette époque-là. Donc, dans les années 70, 74, 75 et ensuite en France dans les années 80. Au Canada, pardon. Oui, au Canada, tout à fait. Il y a des moments donnés, je pense qu'on a poussé un peu le micro. Il y a un moment, évidemment, il y a ces moments donnés de départ d'un pays qui est en guerre et donc l'obligation pour des personnes de partir. Quand on parle de mémoire collective, parler de ce moment-là, c'est important. Parler de cette guerre qui a eu lieu, c'était important pour toi aussi? Bah oui, parce que moi, je suis née 3 ans après la fin de la guerre en France. Donc j'ai toujours entendu parler de leurs rencontres assez longues, de bombes, de bombardements, de grenades qui explosaient. Ma famille, les témoignages de mon entourage familial, des amis aussi qui sont partis du Vietnam petit. Donc, mais j'avais que des petits bouts d'histoire de chacun. Et mes origines ne m'intéressaient pas trop jusqu'à un moment où, en vieillissant, en ayant des enfants aussi, j'avais envie de raconter cette histoire-là, faire des recherches, des choses que je ne connaissais pas, et mélanger un peu le récit de mes proches pour faire une histoire fictionnelle, mais qui est basée sur des petits bouts de chacun. Voilà, dans ce livre. On va avoir le thé à la menthe. Il faut bien, en plus il commence à faire froid. Donc, un thé à la menthe, ça va être bien, merci beaucoup. Donc mix, vous choisissez sucré, non sucré, hein, toujours la même chose. Ou mix, ils sont super gentils, normalement, ils peuvent faire les deux, mélanger sucré, non sucré. C'est le moment, voilà, c'est le moment thé à la menthe. Non sucré. Non sucré. C'est le moment thé à la menthe, c'est important. Et donc cette idée d'intime, cette idée aussi, puisque tu parles de tes enfants, trop souvent tu dis j'ai des origines vietnamiennes, j'ai pas l'air. Et donc il y a cette volonté d'un seul coup de dire aussi à tes enfants, les films doivent être pour ça, transmission, ou pas forcément, tu penses pas? Pas forcément. Quand j'ai fait ce film, c'est plutôt pour moi. Plutôt pour moi, pour ma sœur. C'est des manques qu'on avait en discutant avec une amie qui est aussi d'origine vietnamienne, où en fait on a tous un peu le même parcours, où dans nos familles on parle pas, il y a plein de non-dits, il y a plein de trucs qu'on comprend quand on est enfant, mais on a des sensations, des émotions, beaucoup de pleurs et voilà, on ressent des trucs, et puis j'avais besoin de rechercher pourquoi est-ce que, par exemple, la femme de mon oncle est cambodgienne, donc il y avait toute l'histoire familiale, toute sa famille était morte, assassinée par les Khmers rouges. Voilà, il y a plein de choses qui étaient mélangées et j'avais besoin, moi, de comprendre ma famille, mes amis, et de transmettre ça avec ce film-là. Bon, là, maintenant, j'ai des enfants, mais... Et ils sont intéressés par ça, ils commencent à être intéressés, et puis de tirer un peu les verres du nez aussi de ma mère qui ne veut jamais parler, mon oncle ne veut jamais parler non plus, voilà, donc en fait à un moment donné ils vont mourir et puis on n'aura pas leur histoire familiale, et moi je trouvais ça intéressant de montrer dans un film d'animation avec ce contexte-là, une histoire familiale et intime. Zabeth, il y a un mot qui est intéressant, je vais le poser aussi à Ali, il y a l'idée de manque. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. L'idée de faire des films, c'est aussi de combler des manques qu'on n'a pas forcément eu. On est beaucoup à venir de divers pays et de diverses nationalités, de se dire on m'a pas raconté tout ça et j'aimerais bien en savoir un peu plus. En fait, je vais parler de choses dont j'ai pas trop parlé jusqu'alors, du futur, parce que je parle toujours des choses
j'ai fait des films sur des sujets durs et je pense que ça vient de mon histoire familiale. Voilà, moi, ma famille, c'est des Arméniens de Syrie et du Liban. On a beaucoup d'histoires de guerre et de guerre civile dans ma famille, de passé et actuel. Et donc c'est pour ça que j'en ai parlé, en vrai, dans mes films. Je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis retrouvé à faire ça dans la vie. Et pour moi, ça avait un sens immense et une responsabilité énorme. Et j'ai fait très modestement, mais voilà, ça avait beaucoup de sens. Et faire des longs métrages, c'est long. Et donc moi, je réfléchissais énormément à la suite et à qu'est-ce que je voulais raconter avec mes projets qui allaient suivre. Et justement, quand tu parles de manque, et Ali, quand tu parlais de transmission, de la culture marocaine, etc. Moi, dans ma culture, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de personnages de science-fiction, il n'y a pas tout ça en fait. Il y a des mythologies, des choses comme ça. Et faire des films, ça m'a ramené moi à aller en Arménie pour la première fois. De là, ma famille sont originaires de la terre syrienne, mais malgré tout, c'est quand même la terre des Arméniens, on va dire. Et donc de rencontrer des artistes de Yerevan, etc., et ça avait beaucoup de sens. Et le prochain projet que je suis en train d'imaginer sera quelque chose de science-fiction, mais avec des personnages qui sont un peu comme des sortes de super-héros et qui viennent de cette culture. Et donc pour moi, ça a du sens, c'est créer quelque chose qui, justement, à travers leur parcours, à travers tout ça, ce sera quelque chose qui peut être grand public, mais aussi qui transmettra des choses et voilà, de faire intervenir beaucoup de personnes. Ce sera, voilà, je ne veux pas en dire trop, mais ce sera aussi une cavale. Il y aura pas que cette culture-là, il y aura beaucoup de choses, mais voilà, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Et quand je présentais Alain n'est pas obligé à Yerevan, là, il n'y a pas longtemps, j'en parlais un peu. Et les personnes justement du festival, ils me disaient mais ça va m'intéresser, etc. Et moi ça m'a profondément touché, ça crée un lien, justement le manque dont tu parlais, ça crée en fait, ça le répare en fait, ça crée des cicatrices, mais dans le sens positif du terme, et ça cicatrise quelque chose. Et moi, pour moi, cette démarche-là, elle est archi importante. Et quelque chose que je peux dire aussi, c'est j'avais eu la chance et l'honneur de présenter Alain n'est pas obligé à Lomé, au FIGA, et je parlais avec Daniel qui allait modérer en fait de la parole et tout ça, qui est un curateur extrêmement intéressant. Et nous on se rencontre, on discute, et il me dit bon alors le futur, parce qu'il avait vu La Sirène et tout ça, il me dit bon alors le futur c'est quoi? Et donc je lui parle un peu de tout ça, et il me dit ok, on va parler de ça sur scène, tu vas voir, c'est intéressant. Et à ce moment-là, ça avait résonné en moi, parce que je m'étais dit ok, ces réflexions que j'avais tout seul dans mon coin là à me prendre la tête, je suis pas tout seul finalement à réagir à ça en se disant tiens c'est intéressant, et je pense que quand on fait des films, tous les films qui se suivent ont du sens. Et donc moi je réfléchis toujours comme ça, le parcours, et qu'est-ce que ça va raconter au final, qu'est-ce que ça va apporter au final. Et finalement c'est intéressant parce que ça manque de super-héros. En effet, d'autres origines, on connaît, enfin je pense 90% des super-héros qu'on connaît doivent être américains, quasiment, voire plus. Alors maintenant il y a afro-américains, ils essayent d'aller vers un peu autre chose parce qu'il y a un manque. C'est intéressant en fait finalement de combler un manque. Je ne veux pas t'en faire trop parler de ton projet, mais c'est intéressant de combler ce manque de super-héros qui viennent d'ailleurs finalement. Ouais, et puis c'était un moyen justement, enfin chez nous on a beaucoup d'histoires très dures, et c'est souvent des choses qui sont évoquées, et à raison. Enfin, je pense que c'est très important parce qu'on voit justement que quand on les évoque pas, en fait on peut les rendre silencieuses et on peut les nier, etc. Et nous, évidemment, c'est beaucoup de notre histoire, donc c'est très important d'en parler. Donc je suis vraiment la dernière personne qui minimiserait ça. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi évoluer. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce besoin. Et donc, je pense que tout ça se complète. Et après, on n'a pas toujours besoin d'avoir des super-héros. Hein. Mais c'est plus une famille dysfonctionnelle que des super-héros. Mais je pense qu'on a besoin, voilà, de ces héros et de personnages qui font aussi plaisir. Et voilà, on a besoin de ça, quoi. Et moi, j'ai besoin de créer des personnages comme ça. Ali, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là qui sont intéressantes, qui pourraient être peut-être la suite d'Acoustique, je sais pas, tu pourrais lire s'il y a des envies, mais déjà dans cette idée de manque, de créer en fait quelque chose qui... on parlait tout à l'heure en disant oui, on a aimé Aladdin, c'est bien, c'était sympa, mais bon, voilà, toutes ces choses qui ont été faites par d'autres pays, d'autres cultures, et finalement de vouloir les faire, ça aussi c'est de combler un manque. Qui n'est pas forcément notre contenu quand il est fait par d'autres pays. Ah, voilà. Forcément, c'est pas. Alors moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose de très important.
Moi, j'avais beaucoup échangé justement avec Daniel, alors pas au Figma, mais on se voyait souvent en Trinity, Fika, mais on s'est vu à Lagos aussi, et avec Adja, qui fait un travail remarquable pour le continent, et qui insiste à chaque fois justement pour avoir ces, j'ai envie de dire, task force de réflexion sur l'identitaire africain et continental et marocain forcément, et de pouvoir à chaque fois qu'on fait un pas dans l'animation, et on en a parlé durant le forum, on est vraiment sur les premiers pas, donner cette réflexion au studio de ne pas aller chercher à ressembler à tout le monde, même dans l'imaginaire collectif et dans la transmission. Dire, ça a été transmis de cette manière, on fera la même chose. J'ai envie de dire dans la réflexion, dans l'écriture. Parce que même dans l'écriture et dans la transmission, on peut avoir quelque chose qui est complètement propre à nous et qui peut être nouvelle aussi en audience et qui permettrait à d'autres pays de puiser d'une opportunité nouvelle, j'ai envie de dire, dans comment exploiter l'animation. Et ça, c'est important. Donc je pense que alors l'identitaire marocain, il est très vaste. Forcément, on a beaucoup d'histoires aussi qu'on voudrait raconter de chez nous, de nos propres familles, de l'histoire du Maroc, mais aussi, comme on l'a fait pour les Marocains du ciel ou pour Tourat El Maghrib, l'idée c'était vraiment parce qu'on a une autre bataille avec le pouvoir public et sur les subventions, et du coup, on voulait les impliquer avec nous avant d'aller sur des prochaines étapes. Et donc là, dans les prochains films, effectivement, que ce soit acoustique ou d'autres studios, donc on est en train de faire un nouveau studio justement avec d'autres standards, avec Khalid Nezleh qui est en train de parler dans son téléphone et qui est réalisateur issu du monde du gaming pendant plus de 20 ans et qui a aussi rejoint le Maroc par conviction, alors qu'il a toutes les opportunités au monde d'aller travailler pour autre chose et pour d'autres continents et pour d'autres histoires. Donc il revient au Maroc avec une expertise qui est très vaste, que nous, Marocains, même studio marocain, on n'y a pas accès, justement pour raconter quelque chose de complètement identitaire, mais avec des standards qui vont aller au-delà de production locale ou autre. Et je pense que cette prise de conscience, elle est globale, elle est intéressante. Nous, à ce moment-là, on devrait vraiment pousser un petit peu tout le monde, donc les studios, les jeunes talents, leur dire n'allez pas plus loin que ce que vous vivez autour de vous. Donc moi je reçois à l'école, à Flow Motion School, beaucoup de talents qui viennent de partout du Maroc, même de Patelin, et qui ont des histoires magnifiques de leur village, de choses qu'on ne sait pas, et qui ont forcément un impact dans l'histoire du Maroc qui est immense et complètement brut. Et c'est ça ce qu'il faut préserver, c'est ce qu'il faudrait raconter. Justement, est-ce que la diversité des cultures marocaines, c'est quelque chose que toi, tu as envie de mettre en place? Parce que c'est toujours difficile, hein, c'est marocain, français, libanais, enfin, c'est quand même des mélanges, tout ça. Est-ce que toutes ces cultures à l'intérieur même du Maroc, c'est des choses que tu peux aussi mettre en scène? Moi, je pense que briser les tabous, qu'elles soient politiques ou dans la tradition ou du chouma marocain qu'on dit très souvent, je pense que justement avec de l'animation, ça nous permet de mieux les traiter. Et c'est quelque chose qu'on a testé dans les Marocains du ciel et d'autres sujets où tu le ferais en live action avec du casting, ça passera jamais. C'est des sujets qu'on ne mettra pas en place, non pas parce qu'elles sont tabous ou impossibles à créer, mais elles seraient plus compliquées à adopter et adhérer dans un format en live action. Alors, je vais poser aussi la question avant, mais je vais te prendre sur cette idée de l'animation, est-ce qu'elle transmet mieux? Mais il y a quelques années, Ali, il y a alors je suis désolé, il y a un studio qui était venu et une créatrice, et elle avait fait quelque chose qui était assez fort sur notamment les règles pour les femmes. Elle avait fait pas mal de films et qui étaient très forts sur n'importe quel pays. Est-ce que ça, c'est des manques aussi? C'est des choses qui, à ton avis, peuvent être fortes en animation, comme tu viens de le dire, de traiter de sujets dont on malheureusement on ne traite pas suffisamment, ou en tout cas on ne parle pas suffisamment, et de l'animation permet, parce que ça avait été surprenant, c'est les films, pardon je me souviens plus, mais les films étaient
très fort et très presque assez graphique, assez forte graphiquement. Et, Je pense que tu parles d'un film qui a été fait en rotoscopie de Hicham Lasri. Alors non, pas du tout. C'était vraiment, c'est pour ça que pardon, mais c'est un studio. Elle était venue. C'est pas du tout du Hicham Lasri. C'était vraiment une. Je pense qu'elle a pas continué malheureusement. Et c'était des petites. Je retrouverai ça. Excusez-moi, je retrouverai ça. En tout cas, pour répondre à la question, oui. Je pense que. Alors, ce n'est pas le contexte qui a changé ni quoi que ce soit, mais le format de l'animation dans toute sa splendeur et de ce qui peut être fait, que ce soit 2D, 3D ou même des fois en photocollage. C'est pour ça que c'est important aussi d'orienter les jeunes talents à choisir dans quel format ils pourraient traiter quel sujet. C'est des choses que nous, on essaie d'inculquer à l'école et d'orienter justement ces talents, à leur dire n'allez pas dénaturaliser ce que vous voulez raconter ou l'orienter parce que c'est politisé ou tabou et au détriment de l'histoire brute telle qu'elle est. Donc on peut vous orienter dans comment le faire, mais racontez-le tel qu'il est. Sur tous les sujets ? Sur tous les sujets. Vraiment ? Je pense que... Ouais. Non, c'est une question, hein, je te demande. C'est-à-dire qu'on peut parler vraiment, si quelqu'un vient te voir sur un sujet qui paraît en tout cas complexe, tu pourras lui dire, on va réfléchir à comment parler de ce... Je pense encore une fois que l'animation facilite beaucoup les choses et peut-être qu'à un certain moment on n'oserait pas parler de figures marocaines qui sont politisées ou pas. D'ailleurs Khalid sait de quoi je parle, donc il y a des figures marocaines qui ont été polémiques à un certain moment ou pas, et je pense qu'avec de l'animation ça passerait mieux sans pour autant aller caricaturiser ou folkloriser le personnage pour le faire entrer dans un scope un petit peu funny ou voilà, comique ou un peu plus atténué sur ce qu'il est réellement. Sandra et Isabelle, pour vous c'est un peu différent. Vous êtes animatrice, animateur, vous utilisez des dessins, donc si je vous pose la question est-ce que l'animation permet de mieux faire passer les choses, vous pouvez me dire de toute façon moi c'est ce que je fais, donc la question n'a pas d'intérêt. Si, ça met beaucoup de la distance en fait. Ça met de la distance, ouais, pour toi, ouais. Je pense qu'on peut raconter plein de choses. Et puis il y a aussi l'évocation avec l'image, sans forcément mettre des mots, des choses comme ça, on peut raconter, faire passer des émotions avec cette image-là. Et puis, oui, je pense que cette distance, en tout cas pour le commun fleuve, moi je sais qu'il y a plein de choses qui sont passées parce que c'est un film d'animation et que c'était plus facile d'en parler avec par ce biais-là. Et est-ce que le film d'animation, par exemple, comme un fleuve, tu peux avoir des gens d'autres nationalités qui disent bah, moi j'ai eu la même chose? Oui, parce qu'il y a des similitudes dans les parcours, dans plein de familles. Il y a ce genre, il y a l'exil, il y a la séparation, voilà, donc il y a plein de familles, et de personnes qui sont venues vers nous pour nous dire ouais, dans ma famille c'est passé ça aussi. Puis c'est vrai que on a tous un passé, il s'est passé quelque chose et qui fait qui nous sommes, et si c'est pas la guerre, c'est autre chose, et il y a toujours cette quête de savoir d'où on vient et puis où on va et pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Et, voilà. Et l'esthétique sert? Est-ce que des fois on dit c'est tellement beau, on commence comme ça et puis finalement après on va dans le sujet? J'en sais rien, peut-être ça peut desservir aussi, parce que ça peut être très beau, puis finalement on s'arrête sur les images et puis on oublie l'histoire. Non, je pense que c'est surtout l'histoire qui est importante, ouais. Puis après, s'il y a une esthétique qui est belle, ça va aider à avoir plus d'émotions, tout comme ça, mais c'est l'histoire qui compte, je pense. Est-ce que tu te rends compte des fois, vous faites des festivals, toi tu as fait des festivals aussi bien qui mixent prise de vue continue, est-ce que tu as l'impression que des fois en animation c'est un peu plus justement l'arrêt sur l'esthétique, et que dans les autres on vient surtout te chercher, on vient surtout te dire ton histoire m'a bouleversé? En tout cas dans les festivals mixtes, effectivement c'est plutôt sur la technique que les questions vont venir, et puis d'accord. Après oui l'histoire peut toucher, mais les questions vont plutôt pour les autres films en général. C'est vrai. Ouais. Malheureusement, l'animation, elle n'est pas encore assez mise en valeur. Isabelle, toi, c'est des longs métrages, c'est un tout petit peu différent, évidemment, que les courts, parce que c'est un seul film qui passe. Enfin voilà, donc c'est. Qu'est-ce que tu penses que toi, en effet, des films aussi durs, par exemple, qu'Alain n'est pas obligé, avec tout ce que ça montre, le fait que ça soit en animation te permet, toi, peut-être aussi de toucher plus de public finalement? Oui, je pense que ça a créé un filtre, même si pour autant je ne considère pas que quand on fait un film avec des images violentes, comme c'est mon cas, la responsabilité de ces images est amoindrie. Moi je les considère comme si elles étaient filmées en vrai, mais malgré tout je sais que ça crée quand même un filtre et que ça rend
la réception de ces images différentes. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça dans les films que j'ai faits. Et je pense que c'est quand même une vraie responsabilité dans ce type de projet. Après, il y a aussi, pour l'esthétique, je pense que moi, dans mon cas, en tout cas, j'ai adapté un roman qui a un ton très particulier. Et le personnage principal, Berema, qui est un jeune enfant, puis un jeune adolescent surtout, il raconte son histoire avec beaucoup d'ironie et avec une forme d'humour, même si le film est très dur, enfin le roman et le film sont très durs. Et quelque part, l'esthétique, elle était aussi guidée par ce ton d'une certaine manière. Moi, j'essayais dans tous les aspects du film de retranscrire en fait le ton du roman, donc que ce soit par la musique, par le son, par la mise en scène, etc. Tous ces éléments, en fait, tous les outils du cinéma et du cinéma d'animation, à chaque fois je réfléchissais à comment trouver une manière de retranscrire en fait un peu l'énergie du roman dans le montage, le rythme du film, c'est un peu le rythme du roman, ce genre de choses. Donc moi j'essaie d'être toujours guidé par le sens ou par l'histoire en effet et par là en l'occurrence l'adaptation quoi. Donc c'est vraiment ça qui guide mes choix. Et j'essaye de faire des projets qui c'est sûr, sont esthétiques, mais j'ai pas du tout envie de faire des choses esthétisantes ou voilà. L'utilisation des couleurs, par exemple, dans le film et l'évolution des couleurs durant le film, elle correspondait à l'évolution du parcours du personnage, ce genre de choses. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'être fidèle lorsque le film traite de quelque chose de réaliste, d'être fidèle très précisément à la réalité et en même temps d'amener des choses qui peuvent être métaphoriques, etc., mais qui en l'occurrence viennent du roman. Et viennent aussi de témoignages de vraies personnes, etc. Enfin, des témoignages, des interviews, etc. Et donc c'est comme ça que je travaille. Donc ça vient toujours de quelque chose qui a du sens. Alors t'es pas le réalisateur de La Sirène, mais c'est intéressant, on a des résidents qui a un projet ici, qui a un projet donc sur la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est de Côte d'Ivoire et parlait de l'Ukraine et quand il disait ça m'embête parce que des fois on dit c'est la Côte d'Ivoire, absolument. Il disait non en fait je parle de quelqu'un qui a dû partir d'un endroit parce qu'il y a une guerre. Moi, je suis ivoirien, mais en fait, ça pourrait être plein de choses. Est-ce que toi, tu lis avec toute ta... Enfin, La Sirène, par exemple, Iran-Irak, est-ce que d'un seul coup, t'as lié des choses à toi ouais. Je pense que le début de Alain n'est pas obligé, c'est ça, parce que c'est vraiment notre duo avec Sébastien Onomo. Lui, ça le touche profondément. L'œuvre d'Amadou Kourma, lui, est franco-camerounais, pour les gens qui ne le connaissent pas. Et c'est vraiment notre duo, et moi, ça m'a profondément bouleversé pour les raisons que j'ai évoquées avec les histoires de mon cousin Hachig, etc. Et Berema, il parle comme mes cousins, avec la même ironie, quoi. Donc c'est ça qui, moi, m'a vraiment touché. Et comme je vous ai dit, après, j'ai présenté le film en Arménie, et après, l'une des projections, il y avait des personnes qui sont venues me voir et qui avaient ressenti la même chose parce qu'on a les mêmes histoires familiales. Et ça, moi, je pars jamais du postulat que d'autres personnes ils vont ressentir ça, mais genre vraiment pas du tout quoi. Donc je me suis dit ah bon, ok. Voilà, parce que je fais toujours les choses assez modestement, surtout sur ce type de sujet, et c'est vrai que je me suis dit ok, je suis pas tout seul à avoir capté. Et puis Amadou Kourma il parlait beaucoup de mécanique au-delà de l'émotion que moi je voulais décrire, retranscrire dans le film dans la mesure du possible, et qu'on peut clairement aussi déporter au Moyen-Orient et en Arménie. Et donc voilà, c'était ça aussi qui nous a mené à faire ce travail et voir que ça a du sens aussi dans ces endroits. Pour moi, c'était fort de sens, quoi. Ça avait beaucoup d'importance. Sandra, si je t'ai pas demandé de venir juste pour Comme un fleuve et pour le Vietnam, dans la Fille de l'eau, le dernier, il y a des pêcheuses de perles. Je sais pas si on est au Vietnam, mais voilà. Est-ce que ça c'est important aussi d'un seul coup d'avoir des choses qui sont quelque part dans notre imaginaire, qui sont plutôt japonaises ou coréennes, mais d'avoir... Alors là, l'histoire de pêcheuse, c'est vraiment un hasard. Je suis tombée sur ce documentaire-là au moment où c'est plusieurs choses qui se sont mélangées pour raconter cette histoire. C'est ce métier-là qui m'intéressait, de plonger et ce travail-là, parce que ce sont des femmes qui plongent depuis qu'elles sont toutes jeunes jusqu'à la fin de leur vie. Et moi, je voulais raconter une histoire sur le temps qui passe, sur une vieille dame et comprendre quelle a été sa vie. Donc, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, voilà. Et je trouvais que c'était le métier parfait. Et dans Fille de l'eau,
On sait pas si on sent qu'on est en Asie, mais on sait pas où, dans quel pays. Je voulais pas que ce soit au Japon ou en Corée, parce qu'il y a aussi des pêcheuses en Corée. Sans doute, il y en a dans plein d'autres pays. Voilà, donc moi, c'était le métier qui m'intéressait. Et il y a un côté documentaire au début, parce que j'ai besoin de savoir comment elles vont nager, comment ça va être sous l'eau. Mais c'est plutôt le parcours de cette femme qui a ce métier-là, ayant créé une histoire intime à une époque où, par exemple, la PMA n'existait pas. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais, voilà. Donc sinon... le métier de pêcheuse, c'est pas un film sur ce métier-là, mais c'est la manière pour moi qui était parfaite pour raconter cette histoire où l'eau aussi permettait de passer de l'imaginaire au passé, au présent, et puis comprendre l'histoire de cette vie, de cette femme. Et donc le film s'est construit en flashback, comme la mémoire, un peu avec des petits moments comme ça de son passé, des moments importants, des moments tout simples. Il y a quand même des moments, c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien, mais je ne suis pas le seul, où ça témoigne aussi de précarité des femmes par rapport à un métier où elles se font payer de moins en moins cher. Oui, parce que la pêche intensive est là, qu'il y a des gens qui pêchent avec des bouteilles, qui plongent et qui ramassent plus de coquillages qu'elles toutes seules, en ramassant que quelques-uns, puis ça prend plus de temps, elles ont besoin de remonter plus souvent pour respirer. Et puis il y a moins de, avec la pollution, il y a moins de coquillages, il y a moins de choses, donc elles sont moins bien payées. Et puis le métier va disparaître, l'industrialisation des côtes, c'est un métier qui va disparaître. Et puis c'est un métier trop difficile aussi, et dangereux et compliqué. Alors c'est là où je me retourne vers vous avant qu'il se mette à pleuvoir. Comme quoi on peut dire comme un roc qui pleut. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions André, tu as une question pour Sandra, c'est ça que tu voulais dire? Tu voulais avoir une question? Est-ce que vous avez des questions sur cette idée qui peut aller un peu plus loin que sur évidemment sur le sujet absolument? Non, vous êtes tous frigorifiés. Ou alors on a tout dit. Zaven, juste, je reviens peut-être sur La Sirène, on en a moins parlé, j'étais un petit peu lancé là-dessus, sur La Sirène, comment ça se passe de rencontrer en effet Sepideh Farsi, qui est en plus une réalisatrice, elle aussi, beaucoup dans le combat, comme toi, il y a de suite, est-ce qu'il y a des rencontres comme ça où il y a des dialogues qui paraissent évidents, ou ça y est, le film est passé depuis longtemps, tu peux dire si... Non, mais est-ce qu'il y a des choses où d'un seul coup il y a des... Je sais pas, comment ça se passe Ouais. En fait, la rencontre avec Sepideh Farsi, c'est un peu une anecdote parce que on se rencontre par une amie commune. Et moi, à l'époque, je connais personne qui fait sérieusement des longs métrages. Donc, je n'y crois pas du tout, quoi. Je pense que c'est pas un truc vrai, en fait. Je pense que c'est genre une arnaque, genre quelqu'un. Donc j'oublie le rendez-vous. Et mon amie, elle m'appelle. Elle me dit, t'es où, Zaven? Et je lui dis, vas-y, viens, on va boire un verre et tout. Elle me dit, non, t'as le rendez-vous. Et je lui dis, donc je viens voir Sepideh dans son appartement là. Et en fait, au bout de 2 secondes, elle commence à me parler. Et je fais, ah mince, en fait, c'est sérieux cette histoire. C'est pas du tout, mais ça raconte vraiment l'étape où j'en étais, quoi. Et elle commence à me montrer des images, etc. Et elle commence à me parler un peu du projet. Et je rencontre aussi son mari, qui est le scénariste, Javad Javaheri. Et en fait, ouais, directement, je me dis, je pense que, modestement, je me dis que je pense que je peux faire les dessins du projet parce que, en tout cas, je me dis, je vais essayer, quoi. Le sujet est fort et elle, ça lui tient énormément à cœur. Et donc, je commence à faire des dessins. Et c'est vrai que le sud de l'Iran, c'est extrêmement hyper spécifique culturellement. C'est un peu le Marseille de l'Iran. Voilà, en tout cas, c'est ce que les gens disent. Et voilà, les personnes, ils sont très particuliers, etc. Et en même temps, c'est quand même un peu proche de la région. Beaucoup des personnages, ils ressemblaient un peu à mes oncles, mes tantes et tout. Donc je me suis dit, ok, bon, c'est parti. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'était une école... C'était une école aussi de justement se retrouver dans la cabine de pilotage d'un long métrage et apprendre. Et ça, c'était important, quoi. C'était Thomas Gijol qui m'avait dit ça. Il m'avait dit,
t'as fait ça pour ça, t'as appris, c'était ton école, quoi, des longs métrages. Et il avait bien raison, il est toujours très clairvoyant. Juste au passage, et puis des farcis, si vous avez l'occasion, à faire un documentaire assez bouleversant, récemment sur une journaliste palestinienne, et malheureusement décédée et tuée, donc c'est vraiment voilà, important. Juste, et j'ai passé le message à la micro-Olivier, juste, il y a par rapport à la mémoire collective, pour être sur le thème, il y a un moment donné, je ne sais pas si on avait parlé avec CPD Farsi, un moment donné qui est absolument bouleversant dans La Sirène, c'est le moment où la chanteuse se met à chanter. On se rend compte que les deux camps, Iran-Irak, sont fans évidemment de cette chanteuse et que finalement, cette mémoire collective qu'ils ont, que les deux camps ont, peuvent les réunir plutôt que de les détruire. Oui, c'est ça, cette diva, finalement, tout le monde en était fan, et quelque part, des deux côtés, il y a même beaucoup de... Tout le monde se connaît, en fait, et puis ils ont été mis, tout d'un coup, projetés dans ce conflit. Moi, c'est ce qui m'avait aussi touché dans cette histoire, c'était cette fraternité, et puis il y avait un côté pop d'une certaine manière avec cette chanteuse, cette diva qui gère tout le monde comme ça, et ça me touchait, ça me plaisait bien de créer ce personnage, quoi. C'est une question pour Zaven en fait. Je regarde le micro. Tu évoques toutes tes histoires qui finalement te touchent parce que c'est lié aussi à ton histoire familiale, mais est-ce que tu auras envie de te confronter directement toi à ton histoire familiale et qu'est-ce que ça voudrait dire de rentrer directement, te confronter à cette histoire et de la partager? Ouais, en fait, d'ailleurs, quelque part, tout ça est parti de moi quand j'ai essayé d'écrire, c'était d'abord ça que je voulais faire. Et finalement, je suis plus passé par des adaptations, en effet. Mais j'aimerais bien faire ça, mais j'aimerais bien le faire. J'ai pas encore commencé parce que après, comme je l'ai dit, j'ai d'autres réflexions en fait. Je crois que j'avais envie de faire des projets qui se projetaient plus sur le futur. Et donc c'est un peu ça qui a mis ça de côté. Je me suis dit, je veux regarder aussi des choses devant ou vraiment dans le futur. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait. Mais pour autant, c'est pas, voilà, enfin, je serais hyper heureux de le faire. Mais j'avais pas la forme en fait, ça faisait pas toujours un film ou quoi, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait jusqu'à présent. Olivier, donc après avoir relancé la Géorgie, là je me demande si la question était faite pour ça, tu vas en Arménie, tu travailles sur l'animation arménienne, donc ça veut dire que tu es en train de dire à Zaven, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble sur l'Arménie? Je ne crois pas si bien dire parce qu'on s'est rencontrés en Arménie. Exactement. Donc c'est ça, il y a quelque chose derrière. Je me disais bien que la question était quand même un peu orientée. Nicolas, tu n'as pas entendu, je crois, le début, mais tu peux peut-être nous parler un tout petit peu de ton projet qui est complètement sur ça, sur l'idée de mémoire collective, et l'idée surtout de la mémoire, c'est intéressant, de la famille, et de comment tu mets en place cette histoire-là, et pourquoi tu as trouvé important, évidemment, de raconter ça maintenant. Bonjour, donc moi c'est Nicolas. Mon film s'appelait, c'est un long métrage sur lequel je travaille. Il s'appelle Les gens ne peuvent pas ressentir les choses qui ne les touchent pas. Et c'est un film qui est inspiré un peu de mon histoire familiale, mais il suit aussi d'autres personnages. Et l'idée de ce film, c'est un peu de raconter aussi de plus grandes histoires à travers le regard d'une famille et de parler des problèmes qu'on trouve au Liban, car je suis libanais, donc ça parle un peu du racisme envers les réfugiés, les travailleurs domestiques, ça parle aussi de l'alcoolisme, des problèmes qu'on trouve au Liban et à l'étranger, et c'est surtout de la place de la femme dans la société qu'on voit souvent qu'elle est en train d'être un peu effacée. Donc c'est un peu ça ce que je travaille. Donc. Oui, c'est un film qui rend hommage un peu aux mémoires de ma mère avec mon grand-père et leur relation qui était très forte lorsqu'il était vivant. Et ça parle aussi que parfois, lorsque le père ou des membres de la famille quittent le monde, parfois les femmes commencent à perdre leur place dans la maison. Et ça parle un peu de ça, le film. Merci beaucoup pour ça. On va finir, mais c'est vrai que c'est intéressant cette idée, ce que tu disais, de revenir sur que beaucoup de gens pensent qu'il y a... Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, cette idée finalement de distance, parce que j'ai l'impression de pouvoir être... Enfin, quand un enfant meurt dans un film d'animation ou un soldat, enfin, sur les enfants soldats, je trouve ça juste bouleversant et presque, pas autant, mais presque plus que c'était une fiction racontée avec des acteurs hollywoodiens,
on a vu, je sais que Denis Do parlait beaucoup de la déchirure par rapport au Cambodge, par rapport à ce qu'il a tenté de faire dans Funan, etc. Et que finalement, encore une fois, je répète toujours la même chose, c'est que dans le tombeau des Lucioles, a priori, beaucoup de gens pleurent en voyant des enfants mourir. Donc ça, c'est quelque chose que je pense, voilà, je comprends pas qu'il puisse y avoir cette sens, même si je comprends les faits qu'elles permettent sûrement de raconter des choses. Je pense qu'il y avait encore plein de choses à dire sur la mémoire collective, mais ils sont présents. Enfin, profitez-en, ils sont présents encore juste aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois pour cette rencontre. Merci.